Quand il y a un pépin, une tuile, la question qui revient tout le temps, c'est la faute à qui? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept de responsabilité juridique. Et pour ça, notre guide, ce sont ces notes de cours manuscrites. Alors prenons un cas concret, un vrai classique. Une grosse tempête, la branche de l'arbre du voisin qui craque et qui tombe sur une voiture. Oups, la question est simple, qui paye? Eh bien, la réponse, elle, est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. On va voir comment le droit s'y prend pour dénouer ce sac de nœuds. Pour trouver la réponse, justement, il faut commencer par la base. Comprendre qu'en droit, il y a, disons, deux grandes routes possibles quand un problème survient. Et ces notes, elles nous donnent la carte. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, la distinction fondamentale. En fait, la loi a deux grands domaines d'action, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. C'est vraiment la première chose à comprendre, parce que tout le reste en découle. Alors, pour faire simple, la responsabilité pénale, c'est quand on transgresse une loi qui concerne toute la société. Le but, c'est de punir. Pensez à un vol, une agression, l'État intervient pour sanctionner. À l'opposé, la responsabilité civile, c'est une affaire entre personnes. On cause un dommage à quelqu'un, et là, le but, c'est de réparer, d'indemniser la victime. Ce tableau, il est super clair. D'un côté, le civil, son but, c'est de réparer le dommage. On parle de compensation de dommages et intérêts. De l'autre, le pénal, son objectif, c'est de punir l'infraction. Là, on parle de sanctions, de peine. On voit bien que les objectifs, les résultats et même les tribunaux ne sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment deux mondes. Ok, donc on a ces deux grandes familles, civile et pénale. Mais alors, qui concrètement peut être déclaré responsable? On pourrait penser que c'est toujours la personne qui a commis l'acte, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Les notes ici sont très claires. Il y a 3 cas de figure. On peut être responsable de ses propres fautes, bien sûr, mais aussi du fait des choses qu'on a sous sa garde. Le fameux pot de fleurs qui tombe du balcon, c'est exactement ça. Et enfin, on peut être responsable du fait d'autres personnes. Pensez aux parents pour leurs enfants, par exemple. Et là, attention, hein, c'est un point super important. La responsabilité par la faute, ça ne veut pas dire qu'on a forcément voulu faire du mal, pas du tout. Une simple imprudence, une négligence, ça suffit. L'exemple typique, c'est d'oublier de déneiger son trottoir en hiver. Si quelqu'un glisse et se blesse, la responsabilité peut être engagée. L'intention n'est pas nécessaire. Et ça s'étend encore plus loin. La loi dit qu'on est aussi responsable des choses qu'on a sous sa garde et des personnes dont on doit répondre. C'est le cas des parents pour les bêtises de leurs enfants ou des employeurs pour les erreurs de leurs salariés dans le cadre de leur travail. C'est un principe de garantie, en quelque sorte. Bon, imaginons que la responsabilité soit établie. C'est bien beau, mais après, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on répare les choses? C'est tout l'enjeu de l'indemnisation. L'objectif premier de la loi, c'est de remettre la victime, autant que possible, dans l'état où elle était avant le dommage. Il y a deux manières de le faire. Soit la réparation en nature, on répare ou on remplace l'objet, soit, si ce n'est pas possible, la réparation par équivalent, on verse une somme d'argent, des dommages et intérêts, pour compenser la perte. Et attention, un dommage, ce n'est pas juste un truc matériel cassé. La loi reconnaît plusieurs types de préjudices. Il y a bien sûr le dommage matériel, comme la voiture, mais il y a aussi le dommage corporel, donc les blessures physiques, et tout aussi important, le dommage moral, qui couvre la souffrance psychologique, l'atteinte à la réputation. Par contre, on ne peut pas demander réparation pour tout et n'importe quoi. Il y a des règles très strictes. Pour être indemnisé, le dommage doit avoir 4 caractéristiques, comme c'est bien noté ici. Il doit être certain, pas juste hypothétique, personnel, il faut que ce soit notre propre préjudice, direct, c'est-à-dire une conséquence directe de la faute, et enfin, légitime. Ce critère de légitimité est crucial, et l'exemple dans les notes est assez parlant. On ne peut évidemment pas aller au tribunal pour demander une indemnisation après la perte de marchandises illégales. La justice ne va pas protéger un intérêt qui est par définition contraire à la loi. C'est logique. Maintenant, une autre question importante. Est-ce qu'on est responsable à tous les coups, ou est-ce qu'il y a des situations où on peut échapper à cette responsabilité, même s'il y a bien eu un dommage? La réponse est oui, ce sont les causes d'exonération. Il y en a principalement 3. Premièrement, la force majeure. C'est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Pensez à une catastrophe naturelle exceptionnelle. Deuxièmement, le fait d'entière. Ce n'est pas notre faute, mais celle de quelqu'un d'autre qui a provoqué le dommage. Et troisièmement, le fait de la victime. Si la victime elle-même a commis une faute qui a causé son propre dommage, ça peut totalement changer la donne. Et si on revient à notre histoire d'arbre et de voiture du début? Eh bien maintenant, on a toutes les cartes en main. Est-ce que la tempête était si violente qu'elle constitue un cas de force majeure? Ou est-ce que le voisin a été négligent en n'entretenant pas son arbre qui menaçait de tomber? Tout à coup, la question devient beaucoup plus claire. La réponse dépendra des faits, de tous ces détails.
En fin de compte, la prochaine fois qu'un incident se produit, la première question à se poser, c'est celle que le droit se pose. Est-ce qu'on est face à une règle de la société qui a été brisée et qui demande une sanction, ou est-ce qu'il s'agit de réparer le tort causé à une personne? C'est cette distinction qui est vraiment au cœur de tout le système de responsabilité.